Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais essayer aussi d'être bref mais concis. C'est ce qu'on nous a appris à l'école et c'est effectivement un grand défi. Alors, pour aborder ce thème, rien de mieux que de prêcher dans sa propre paroisse. Donc, je vais parler de lutte contre la corruption. Quel rôle pour cette lutte dans le redressement, s'il y a lieu de le faire, mais en tout cas dans la contribution à l'économie malgache. Alors, je pars tout d'abord d'un diagnostic comme il a été fait par mon prédécesseur, et je vais emprunter trois, on va dire, grandes figures de la sociologie et de l'économie pour faire un diagnostic à trois volets. Il est dit par deux ou trois observateurs de la société malgache que dans ce pays qui est tellement riche, eh bien, la population y est pauvre. Quel paradoxe. Et ils ajoutent énigme. Est-ce ce que beaucoup disent la malédiction des ressources? On se pose la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette maladie est d'origine anthropique. Ce n'est pas la faute à la nature. À la limite, ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est la faute à l'homme. Eh bien, c'est quoi cette faute? On voit tous les jours des hommes cupides, n'est-ce pas? Avides d'argent, de pouvoir, que sais-je. La cupidité d'une catégorie de personnes au détriment du bon nombre qui sombre dans l'indigence. Voilà la réalité. Sinon, il n'y aurait pas de lutte contre la corruption. Mais pour l'instant, je ne parle pas de corruption. Constat, pays riche dans un pays riche et population pauvre. En quoi est faite cette richesse? Eh bien, richesse naturelle. Comme il a été dit tout à l'heure, richesse naturelle, qui plus est stratégique. On en a besoin maintenant. Hein? Il y a une hausse de la demande mondiale d'énergie des mines. Eh bien, Madagascar, Madagascar en regorge. Voilà une très bonne chose. Richesse humaine. On se rue vers Madagascar parce que tout simplement, les main-d'œuvre y sont à bon marché. À bon marché. Eh oui, à bon marché. Au moins ces deux ressources, eh bien, Madagascar en dispose. Mais alors là, pleinement. Mais voilà le problème. Est-ce que tout le monde en profite? Je ne le pense pas. Et je le dis avec force par rapport à mes propres observations. Eh bien, ce n'est pas fait pour l'intérêt général, tout ça. Mais, à la limite, c'est fait pour quelques petites catégories de personnes qui n'ont finalement que faire, justement, du bon nombre. Pour qu'il y ait effectivement une véritable richesse, il faut que ça profite au bon nombre. Et c'est tout à fait possible. Tout à l'heure, monsieur le modérateur a dit la pauvreté. Oui. Mais la pauvreté est la conséquence de la corruption, monsieur. Et c'est vraiment le premier problème des Malgaches. Je suis prêt à parier que c'est maintenant le premier problème des Malgaches. Et je le dis avec force.
car cette corruption est omniprésente, partout, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et c'est une spirale. Voilà pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, on dit c'est la pauvreté qui entraîne la corruption, mais la boucle est bouclée, et vite fait. La corruption entraîne aussi la corruption. La corruption entraîne aussi la pauvreté. Et la boucle est bouclée. On ne sait plus qui est avant quoi, la poule ou l'œuf. Eh bien, on tranche, maintenant c'est la corruption. Et ma démonstration en dit long sur ce que je viens de dire. Eh bien, de la petite corruption par des policiers, des gendarmes, des gens des domaines, ce qu'on appelle la corruption bureaucratique, maintenant on passe à un stade où tout cela est systémique. On parle maintenant de capture d'État. Vous le savez ça? Capture d'État ou captation de l'État. Ça a commencé en Afrique quelque part, mais ailleurs aussi. Un monsieur qui s'appelait Jean-François Bayer dans les années 90 en disait long dans un ouvrage qui s'intitulait « L'État en Afrique, la politique du ventre ». Ça en dit long sur cette capture de l'État. Pierre Lascaume, c'est un sociologue français, encore une fois. Eh bien oui. Qui parle de la délinquance des élites. Délinquance des élites. Nous, on parle maintenant de corruption politique dans notre jargon anticorruption. Et puis un autre, de la Banque mondiale, celui-là, Joël Hellman, eh bien, parle de façon nette de capture d'État, qui est un mode d'accumulation, et voilà la définition. Illicite de richesse confortée par la collusion, le monopole, le clientélisme, et tout ça favorisé par l'impunité généralisée. Et la boucle est bouclée. Eh bien, comme il a été dit, on est en plein contexte électoral. Et il est de mon devoir d'attirer l'attention de tous les électeurs malgaches sur ce phénomène. Quels en sont les impacts? Au plan interne, et Madagascar ne peut pas rester isolé dans son coin en restant contourné par deux grands océans, eh bien, on constate en interne deux choses, en amont et puis en aval. Une asphyxie en amont et puis une hémorragie en aval. C'est le constat que fait le Bianco aujourd'hui. Asphyxie en amont, car tout simplement, en ce qui concerne les recettes de l'État, ça ne rentre pas du tout. Non, en tout cas pas correctement, comme il aurait fallu l'être. Et puis, pour le peu qui rentre, hémorragie, détournement de deniers publics, favoritisme, c'est-à-dire qu'on favorise dans les marchés publics. Et alors, finalement, ce peuple, cette population sur une terre si riche, qui est pauvre, globalement. Alors, au milieu, les pouvoirs publics se trouvent incapables de générer des externalités positives, favorables à la croissance économique. C'est aussi simple, il n'y a pas moyen. Ou s'il y a moyen, les moyens sont détournés. Et puis, pour les forces productives, qu'est-ce qu'on constate? On voit partout fleurer l'économie informelle.
Tout le monde le voit. Oui, ça peut donner une idée de cette économie un peu bancale. Il y a peut-être création d'emplois, mais dans l'informel. Et il y a même ceux qui sont dans le formel, qui sont découragés de voir finalement les recettes partir et détourner, partir dans la poche des gens. Ah, quel dommage. Quel dommage pour l'ensemble de la population qui sombre dans un mal-être collectif. Sur le plan international, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, cette île, cette belle île, mon beau pays, est cible d'une attraction malsaine. Trafic en tout genre. Tous les jours, on entend partir ces mines stratégiques. Ce n'est pas seulement l'or, ce n'est pas seulement les pierres précieuses, mais finalement tout ce qui lui est très cher. Tous les jours. Car effectivement, il y a une demande, une très forte demande, une forte pression au niveau mondial. Eh bien, ça va partir par des petites portes, ou voire même des grandes portes. On parle de passoires maintenant. Attention, on n'est pas d'accord. Ce contexte électoral va susciter beaucoup d'interrogations et surtout va permettre de scruter les bonnes voies pour nous. Évasion fiscale. Ah là là. Non-rapatriement de devises. Thésaurisation des fonds à l'extérieur. Des fonds dorment dans des comptes. Dans des lieux offshore. C'est pas normal, ça. Pays riche, population pauvre. Ça doit attirer l'attention de tout un chacun. Les conséquences, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est logique. C'est logique qu'on se trouve dans une situation d'incompétitivité, si je peux utiliser un néologisme. On manque de compétitivité, les entreprises manquent de compétitivité. Madagascar, oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais on voit que Madagascar est un lieu d'écoulement des produits importés. Je suis d'accord avec vous en partie. Mais allez voir sur le marché le nombre de conserves, le nombre de produits importés, et non pas made in Madagascar. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je m'inscris donc en faux par rapport au fait que Madagascar exporte beaucoup, exporte à la limite, mais des trafics en guise d'exportation. Mais ce n'est pas exportation en bonne et due forme. Si bien que finalement, les investissements directs étrangers ne sont pas forcément incités à s'installer pour investir. Ajoutez à cela, et à un contexte géopolitique assez difficile, où Madagascar est devenu tout d'un coup objet de tiraillement. Oh, ce petit Madagascar, ah ben, ça lui fait réfléchir. Ah bon, il compte alors. Alors, il compte. Il compte. Elle compte, cette île. Ah, il faut en être conscient, mesdames et messieurs. Dernier slide. Ce n'est pas la peine de baisser les bras. Il y a espoir. Il y a espoir. Il y a des leviers d'action quelque part. Eh bien voilà, donc la lutte contre la corruption se positionne et se présente comme une solution. Pauvreté, peut-être. Mais corruption, la première cause maintenant. Et je persiste et je signe.
Maintenant qu'on s'enfonce davantage et on atteint le fond, j'ai posé la question, peut-on encore descendre plus bas encore quand on atteint le fond là? Vous ne pensez pas qu'on ait atteint le fond là aujourd'hui? Et il y a encore un fond après le fond? Réfléchissez. La lutte contre la corruption se présente comme une solution, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'espoir à perdre. Tout est possible à partir du réveil des consciences. Nous y croyons. C'est à partir de cette conscience et conscience de ses propres limites que l'homme est amené à voler. Et oui, que l'homme est allé explorer le fond des mers. Et donc tout est possible. Il faut y croire. Sans cette croyance, sans cette foi, on peut mourir bêtement. Et on doit mourir bêtement aussi. Parce qu'on n'a pas la foi. Eh bien, pour stopper cette hémorragie, pour arrêter cette asphyxie, eh bien, nous, on propose de prévenir par la digitalisation. Ah, digitalisation. Rien que ce terme, et ça fait peur beaucoup à des corrupteurs et des corrompus. Ça va stopper tout court à leur besogne. Oui, si seulement on était seulement parvenu à mettre en place, par exemple, parce que je vois beaucoup de jeunes, donc beaucoup d'universitaires, cette carte. Vous savez ce qui se passe? Il y a 3 pôles dedans. Le trésor public, et puis les bénéficiaires, les étudiants. Au milieu, l'administration va dire, pour ne pas citer un corps particulier. Ce corps intermédiaire doit effectivement servir d'intermédiaire et ne pas retenir et ponctionner. 1 milliard divisé par 100 000. Si c'est 100 000, le nombre de bénéficiaires. Et pourtant, je me souviens de ma première enquête à Manzar en 2008, où on a donc découvert le système. On paye la moitié de ces 100 000, et puis la moitié va être renvoyée à des usuriers. Pas mis en boule. Eh bien voilà, la boucle est bouclée. On fait vite une économie, hein. On tire des profits à partir des intérêts. Eh bien voilà. Donc, avec une carte électronique, ce n'est pas parce qu'on va vous, surveiller, mais c'est normal. Vous devez être présent à l'école. Un étudiant qui n'étudie pas, un professeur qui ne professe pas, un médecin qui ne soigne pas. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on a besoin de fiches de présence? Mais on tire un peu sur les ficelles pour dire, quand ils étaient là-bas, ces gens-là, on les a pas surveillés, hein, mais vous êtes en train d'être surveillés par eux-mêmes. Ah, eh bien oui, quand on politise quelque chose qui fonctionne bien, et quand on judiciarise des affaires politiques, et on politise des affaires judiciaires, rien ne va plus. Rien ne va plus. Autre solution pour le secteur privé. On incite davantage l'adoption du système de management anticorruption, hein, l'application donc des normes ISO 37001. Ça va clarifier beaucoup de choses. Due diligence, ça vous dit beaucoup de choses, ça. Due diligence, c'est-à-dire on enquête un peu les sources et puis finalement le lieu d'écoulement, et si c'est clair,
on fait des transactions. Si ce n'est pas clair, on arrête tout. Minimum d'éthique des affaires. Donc le retour des éthiques, le retour à l'éthique plutôt. Et oui, on y croit. Tout est possible. Produire avec éthique. Mais pour ce qui est de l'État, eh bien, il faut moraliser tout cela. Revenir à la normale. Si on sert, on ne se sert pas. Servir. Et non pas se servir, ni s'asservir quand même. Mais servir quand même. Eh bien, sur le plan judiciaire, on propose 2 choses pour vraiment sanctionner. L'application des peines dissuasives, par exemple les peines infamantes. Peine infamante, je donne un exemple, la dégradation civique. Si vous êtes citoyen, demain, vous ne serez plus. Si vous êtes condamné de corruption, eh bien, on va voir qu'est-ce qui fait la différence entre un fou de la rue, qu'on trouve dans la rue, et puis quelqu'un, un haut fonctionnaire, qui a été sanctionné par des peines infamantes du type dégradation civique. Et l'essentiel dans tout ça, il faut recouvrer les avoirs, le bien mal acquis. Il faut que ça revienne à l'État pour être réalloué et dans des actions sociales. Alors, les paris internationaux, il y a 2 choses. Cette année, eh bien, Madagascar va être évalué par les Nations Unies par rapport à ses propres engagements sur le plan international en matière de lutte contre la corruption. Eh bien, on attend cette évaluation. L'enjeu, c'est justement, si Madagascar aspire à être un espace sûr en termes d'investissement, eh bien, on va voir. D'où l'intérêt de cette évaluation. Et moi, en tant que point focal de Madagascar, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais tout est possible. On peut vite renverser la tendance en l'espace de 3 mois. Tout est possible. Il faut avoir la foi, souvenez-vous. Deuxième chose, Madagascar a renouvelé justement ses engagements solennels il y a 2 ans de cela, en face du monde entier, pour dire qu'effectivement, eh bien, Madagascar souscrit à ce mouvement de relance de la lutte anticorruption qui était en train de s'essouffler. Voilà un peu mes propos, c'est juste susciter quelques interrogations, susciter quelques réflexions afin de pouvoir effectivement scruter les bonnes réponses. Merci beaucoup de votre attention.